Un frisson glacial parcourt les rues de Londres. Et il n'est pas seulement dû à la pluie. Le temps presse pour l'inspecteur Higgins, fiévreux et affaibli, mais plus déterminé que jamais. Alors que l'ombre de l'éventreur se fait plus menaçante, le jeu macabre atteint son point culminant. Une course contre la montre s'engage, où chaque indice, chaque trahison et chaque révélation pourrait être le dernier espoir de sauver une vie. La partie est sur le point de s'achever, mais qui sera pris au piège? Audio Premium. Chapitre 19. Le 27 septembre, Higgins regagna Londres. Il avait ordonné à Lord Kibert, Rennick, de se trouver dans son hôtel, particulier le 29 au plus tard, et de ne plus quitter la capitale sans l'autorisation de Scotland Yard. L'aristocrate n'avait pas protesté. C'est en arrivant à Londres que l'ex-inspecteur-chef ressentit la première attaque d'un virus grippal. Le surcroît d'activité, les déplacements, la tension nerveuse, la pollution de la capitale. Ces facteurs conjugués se révélaient pernicieux. Higgins passa donc chez Nelson's, où il se procura un tube d'influenzinum. Le pharmacien lui confirma que le froid et l'humidité s'accompagnaient déjà d'une épidémie précoce. Les articulations rouillées, la tête lourde. Higgins se rendit néanmoins au Yard, où Scott Marlowe guettait son arrivée avec impatience et anxiété. « Higgins, enfin! Avez-vous réussi ?»« Je l'ignore, superintendant. »« Comment a réagi le duc ?»« Plutôt bien, quoiqu'il soit dans un mauvais cas. À Whitechapel, il se promenait avec une canne épée. Il n'a quand même pas avoué ? Non. Mais il reconnaît avoir croisé la première victime, le 31 août. Ça ne le rend pas coupable. Ça ne l'innocente pas non plus, mais pas au point de l'arrêter. Je n'ai pas de preuves. Des suspicions, marmonna Scott Marlowe. Rien que des suspicions. Avez-vous conscience de la date, Higgins? Tout à fait. Nous avons enquêté sur chaque suspect, examiné chaque dossier, étudié chaque indice, en pure perte. Quelle conclusion puis-je fournir au grand patron? Aucune, admit Higgins, et le temps joue contre nous. Nous ne pouvons quand même pas inventer un coupable. Par bonheur, le duc semble hors de cause. Ne serait-il pas judicieux de pousser plus à fond certains interrogatoires? Celui de Martha Sidwell, par exemple. Les idées les plus évidentes ne sont pas forcément les meilleures. Mon cher Marlowe, il faudrait savoir attendre une erreur. Attendre. Mais nous sommes le 27. Il faut provoquer l'événement, obliger l'éventreur à se démasquer, à commettre une imprudence, que sais-je encore. Higgins était attristé par le désespoir du superintendant. Il n'y avait malheureusement pas de lueur dans les ténèbres. Un planton vint prévenir le superintendant qu'une jeune femme blonde, vêtue d'une robe rouge un peu voyante, insistait depuis 2 jours pour voir l'inspecteur Higgins. Ce dernier se rendit aussitôt auprès d'Annabella, au comble de l'excitation. « Inspecteur, enfin !» Elle se jeta presque à son cou. Higgins l'entraîna, précipitamment hors de l'immeuble du Yard. Ils marchèrent côte à côte, sous une pluie fine et froide. « Je veux absolument me faire pardonner !» dit Annabella avec flamme. « Je vous ai menti, c'est vrai, et je le regrette. Je tentais de protéger une femme qui avait rendu des services à de pauvres filles. Ça n'excuse pas ma conduite, bien sûr. Mais j'ai travaillé depuis notre dernière rencontre, beaucoup travaillé. Et vous avez l'intention de me communiquer le résultat de vos investigations. Exactement. Un résultat sensationnel. Mais nous sommes obligés de retourner à Whitechapel. Ça ne vous ennuie pas? J'irai là où le devoir m'appelle. Vous n'êtes vraiment pas ordinaire. Je la dis tout de suite, ma découverte. Ce serait un bonheur, mademoiselle. Annabella marchait vite. L'ex-inspecteur-chef, handicapé par le virus grippal, est là un taxi. Il ne serait pas capable d'accomplir le trajet à pied. Je suis drôlement fier de monter dans un taxi avec vous, avoua Annabella très joyeuse. J'en oublierais presque ma trouvaille. N'en faites rien. Alors voilà, avec mes amis, on a tenté de savoir chez qui allait l'avocat. Pour la majorité, l'étrangleur, c'est lui. C'est pourquoi on a tenté d'en savoir plus. Depuis plus d'1 an, il vient 2 fois par mois à Whitechapel pour y rencontrer toujours la même femme. Elle gâche un peu le travail, celle-là. Ce n'est pas vraiment une professionnelle. Elle l'a été. Mais depuis cette liaison avec l'avocat, elle reste dans son coin.
Curieux, non? Vous connaissez donc son nom et son adresse? Voilà, formidable, non? Elle s'appelle Katia, et elle habite dans le coin le plus chic de Whitechapel. Et nous y allons tout droit. Ce coin chic, à dire vrai, ne différait guère des rues les plus tristes du quartier. Mais les propriétaires avaient songé à disposer quelques pots de fleurs anémiques sur le rebord de leurs fenêtres. De plus, 2 façades avaient été nettoyées. La brique avait retrouvé une teinte rougeâtre. C'était dans la plus vaste des 2 maisons qu'habitait Katia. C'est une femme de taille moyenne, brune, au visage ingrat qui ouvrit à Higgins. Annabella avait souhaité se tenir à l'écart. L'interrogatoire ne la concernait pas. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Katia, serrant les pans d'un peignoir bleu métallique. « Et Scotland Yard ?»« La police ? Je suis innocente, moi. Nous serons plus tranquilles chez vous, » suggéra l'ex-inspecteur-chef. « Comme vous voudrez, mais soyez bref. J'ai des courses à faire. » Les 3 pièces de la maison étaient plutôt confortables. De la moquette, des meubles assez coûteux, quelques bibelots de valeur. Katia n'était pas économiquement faible. « Mes félicitations !» dit Higgins. « Votre demeure est charmante. Ça me regarde. Qu'est-ce que vous cherchez ?» Très raide, les bras croisés sur la poitrine, la maîtresse de maison semblait décidée à se montrer désagréable. « Je crains, chère madame, que vous ne jouiez un rôle déterminant dans une affaire criminelle. » Katia pâlit. « Moi je ne vois pas. Je crois que si, » rétorqua Higgins, considérant la brunette d'un œil sévère. « Bon, asseyez-vous. C'est sûrement un malentendu. Autant le dissiper tout de suite. » Elle prit place sur le rebord d'un canapé, gardant la tête un peu baissée. Higgins resta debout. « Vous connaissez Montague Fitward ?»« Un peu, oui. Très bien, voulez-vous dire. Ses visites sont régulières et fréquentes. Si l'on veut, l'amitié ne se commande pas. Monsieur Fitward est un avocat fortuné. Je l'ignorais. Ce serait étonnant, mademoiselle. Quel est l'objet de ces visites? L'amitié, je viens de vous le dire. » Les pleurs d'un bébé interrompirent le dialogue. « J'ai le sentiment que vos relations amicales avec Monsieur Fitward se sont traduites d'une manière fort concrète. Estima Higgins, garçon ou fille? Garçon. Votre fils, par conséquent. Le mien. Pas le sien? » Katia refusa de répondre. « Ce mutisme est inutile, mademoiselle. Je pense que vous avez trahi la confiance de votre ami avocat. Consciente que vous lui plaisiez beaucoup, vous avez décidé de tomber enceinte. Quand vous lui avez révélé votre état, vous l'avez menacé de répandre la nouvelle dans son milieu et de ternir ainsi sa réputation. Il n'avait pas le choix. Pour éviter le scandale, il ne lui restait qu'à vous installer confortablement et à pourvoir aux besoins du nouveau-né. Ai-je oublié un détail? Katia grommela une réponse indistincte. Qui a fixé la somme en liquide qu'il devait vous remettre à chaque visite? Moi, avoua la brunette. J'en avais assez d'être traitée comme une esclave. Maintenant, je le tiens. Et je ne suis pas prête à lâcher prise. Lui laissez-vous voir son fils? Il joue 2 heures avec lui, tous les 15 jours. S'il désire plus, il paiera plus. Vous a-t-il menacé, d'une manière ou d'une autre? Montague, il en est incapable. C'est un mou, un faible. Il ne songe qu'à son honorabilité. Le 31 août et le 8 septembre, est-il venu vous voir? Une seconde. Katia consulta un calendrier. En face de certains jours, elle avait inscrit des croix. Oui, il est venu. Pourquoi a-t-il brisé son rythme habituel? Par amour de son rejeton, a-t-il prétendu. Moi, je m'en moque. S'il y a des extras, il paiera le double. Rien d'autre à déclarer, mademoiselle. Katia leva des yeux interrogateurs vers Higgins. Non, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Soyez heureuse. Un nouveau mystère venait donc d'être élucidé. Comme Higgins l'expliqua à Scott Marlowe, l'avocat Montague Fitward était victime d'un chantage. Une paternité qu'il considérait comme honteuse et inavouable le contraignait à entretenir une personne de mauvaise vie qui, malheureusement pour lui, était la mère d'un fils qu'il aimait. Cette situation intolérable a dû faire naître en lui une haine des prostituées, avança le superintendant. Il a voulu se venger sur les autres de ce que lui fait subir celle-là, son changement d'emploi du temps et la faute qui le trahit. Je le convoque sur l'heure. L'avocat se présenta au Yard le 27 en fin d'après-midi, au sortir de ses consultations.
Scott Marlowe résuma les découvertes de Higgins. L'homme à la petite moustache et aux lunettes, cerclé d'or, ne manifesta aucune émotion. Je paye cette femme, en effet. Ce n'est pas un délit. Je dispose de mon argent comme je l'entends. Plus exactement, je paie un loyer et j'équipe un appartement. Cet enfant n'est pas le mien. Je ne l'ai pas reconnu. Ce que peut prétendre cette demoiselle ne m'intéresse pas. Ces explications sont invraisemblables, protesta le superintendant. C'est votre opinion. Moi je m'y tiendrai et n'en varierai pas. Confrontez-moi avec cette personne, si vous le souhaitez. Inutile, estima Higgins. Vous pouvez rentrer chez vous. L'avocat sortit du bureau sans saluer les hommes du yard. Scott Marlowe était atterré. Mais enfin, Higgins, pourquoi ne pas l'arrêter? Aucune preuve. Son système de défense est parfait. Il savait que nous découvririons la vérité un jour ou l'autre. Cet aspect de sa vie privée ne peut être relié de manière directe aux deux meurtres. Avouez quand même que mon idée, intéressante, mon cher Marlowe, très intéressante, mais il nous manque l'essentiel. La migraine obligea Higgins à quitter le yard afin de prendre quelques repos. Il se mit au lit avec une bouillotte, luttant avec peine contre les frissons qui l'envahissaient. C'est avec un réel héroïsme que, le 28 au matin, l'ex-inspecteur-chef parvint à s'arracher à des draps douillets. Les membres douloureux et rouillés, il s'habilla avec peine. Grâce à l'influenzinum de chez Nelson's et à un triple café, Higgins réussit à mettre un pied devant l'autre. Un taxi l'emmena jusqu'au yard. Malgré la grippe, l'ex-inspecteur-chef avait l'intuition qu'un événement important venait de se produire. « Vous voilà, Higgins !» s'exclama Scott Marlowe. « Vous devriez quand même me donner au moins un téléphone. Quand vous résidez à Londres, oublions ça. On croirait que vous avez un don de double vue. Je viens juste d'apprendre une incroyable nouvelle. Je vous préviens, c'est une véritable bombe. » Déjà exténué, Higgins s'assit. « Dan, espérons que ces éclats ne nous atteindront pas. Un suspect a-t-il avoué ? » Peut-être d'une certaine manière. Le chirurgien Sir William Jameson vient d'être interné dans une clinique psychiatrique de Highgate. C'est son épouse qui m'en a informé. Elle voulait vous parler, mais n'a pas hésité à tout me raconter. La pauvre femme est complètement effondrée. Son mari est rentré chez lui dans un état d'exaltation extrême. Il a cassé des vases, renversé des meubles en criant « Montagu, pardonne-moi !» Son épouse a pris peur. Elle a appelé un médecin qui lui a administré un calmant. Ses effets ont été si peu durables que le praticien a perdu pied. Il a demandé un internement. Dans un moment de lucidité, Sir William a donné son accord. Puis, avant l'arrivée de l'ambulance, une fureur destructrice l'a repris. Véritable folie ou comédie préparée depuis longtemps? Allons à la clinique, proposa Marlowe. Le psychiatre avait placé son illustre collègue en observation. D'abord du sommeil, beaucoup de repos, quelques médicaments de première urgence, puis des analyses. Impossible de se prononcer sur la gravité du cas avant plusieurs jours. D'après un premier examen, il n'y avait aucune simulation. Le chirurgien était bien victime d'un accès de démence qui imposait son isolement. Ce ne l'innocente pas pour autant, jugea le superintendant. Exact, mon cher Marlowe. Si l'on considère que l'assassin a fait preuve de folie, c'est même une circonstance aggravante pour Sir William Jameson. J'ose à peine le dire, Higgins, mais nous sommes le 28. Si le chirurgien est coupable, il vaut mieux qu'il soit interné. Il ne reste qu'une journée, avant le 30 septembre. Rien de plus désespérant, en effet. Que préconisez-vous? Scott Marlowe espérait vaguement que son collègue eût une idée de dernière minute. Mais l'ex-inspecteur-chef, sombre, ne disposait d'aucun tour de passe-passe pour identifier le nouvel éventreur. Il est trop tard pour prendre le moindre risque, mon cher Marlowe. Il faut mettre immédiatement tous les suspects sous surveillance. Qu'un seul n'échappe à la vigilance du yard. C'est la seule manière d'éviter un crime le 30. Ainsi, nous mettrons l'éventreur en porte-à-faux avec lui-même et nous disposerons d'un délai supplémentaire pour l'identifier. Même le duc, confirma Higgins. Assurez-vous que les suspects se trouvent bien à leur domicile. Que vos hommes ne les perdent pas de vue. D'un certain côté, cette technique policière classique rassurait le superintendant. De l'autre, elle prouvait que le nouvel éventreur demeurait insaisissable.
Que comptez-vous faire jusqu'au 30, Higgins? Gardez la chambre, mon cher Marlowe. Ah, n'oubliez pas une précaution importante dans cette démarche. Soyez couvert par le grand patron du yard. On ne sait jamais.